Oui, je sais que vous rêvez qu'on commande ça pendant 10 minutes, mais il y a 2-3 petits trucs un tout petit peu plus importants, vous allez voir. Salut à tous, c'est Nina et bienvenue dans l'actu réfractaire. On analyse ici tous les jours de la semaine l'information de façon critique. Toutes nos sources sont disponibles dans la description de la vidéo, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et vous êtes habitués maintenant, cette émission c'est votre outil, alors servez-vous-en et partagez-la au maximum. Commençons avec un petit retour sur l'affaire Disclose. Hier, on vous racontait la perquisition et la garde à vue de 39 heures subie par Ariane Lavrieux, journaliste de Disclose à l'origine de l'enquête Egypt Papers. Cette enquête montre via des documents fuités la complicité de l'État français dans des opérations d'assassinat de civils en Égypte. Alors il y a 3 actualités qui sont passées en 24 heures. Déjà, Ariane Lavrieux, elle a tenu une conférence de presse, on va donc la citer. À 6h20 du matin, des magistrats, 9 agents et des magistrats chargés de la lutte antiterroriste sont venus avec des valises et des logiciels pour aspirer les données de mes outils de travail. J'ai appris pendant cette perquisition que j'étais placée sous surveillance depuis un moment. Des agents qui sont là pour traquer des terroristes ont été mobilisés pendant des jours, peut-être des mois, pour traquer une journaliste. En cellule, les policiers ont refusé de me donner accès aux médicaments contre la diarrhée. Il a fallu attendre l'arrivée d'un médecin à 3h du matin. Et tout ça, ça se passe en France, bien sûr, qu'on soit d'accord. Deuxième actu, un militaire a été placé en garde à vue et mis en examen pour divulgation du secret de défense dans l'affaire des Egypt Papers, soupçonné donc d'être à l'origine des fuites qui ont révélé ce secret d'État. Mais rien ne permet de dire que cette arrestation fait suite à des aveux qu'aurait fait la journaliste de Disclose. 3 autres journalistes de Libération, cette fois, ont été convoqués par la police suite à une enquête sur les violences policières qui ont mené à la mort d'Amin Legnoun. Ils pointaient du doigt la partialité de l'IGPN et du juge d'instruction. Le message est clair, à tous les journalistes de France, si vous vous attaquez à l'État, sa police, sa justice ou son trafic d'armes, vous serez réprimés. Alors déjà que les milliardaires possèdent quasiment tous les médias, maintenant ils s'organisent avec l'État pour faire taire individuellement les rares journalistes d'investigation. Alors on vous demandait hier ce que vous pensiez en général du journalisme en France, et voici quelques réponses. Agathos se demandait s'il ne serait pas plus rentable pour les grands médias de remplacer leurs journalistes par des IA. Sauf si c'est déjà le cas, ce qui expliquerait pourquoi ce ne sont que les médias indépendants qui sont attaqués. Au passage, il reste encore quelques journalistes au Libé et au Monde par exemple, qui se font d'ailleurs attaquer comme on l'a vu. Christophe Leblanc nous dit que le journalisme en France, c'est soit de dire ce que les gens veulent entendre, soit de dire ce que l'État veut faire comprendre aux gens. Sauf les médias indépendants. Et oui. Alors pensez à vous abonner à notre chaîne d'actu, au passage, on a besoin de votre force pour toucher un maximum de personnes. Max Popou a quant à lui découvert Disclose avec la vidéo d'Actu Réfractaire. Alors on vous met le lien du média en description si vous êtes curieux. Allez, on passe à l'international maintenant. Embouteillage monstre, hôtel de luxe, prix de folie, homme d'affaires des 4 coins du monde, le tout survolé par un balai d'avions privés. Ce sont les images de la cité minière Kolwezi où on assiste à une ruée vers l'or des temps modernes. Sauf que... Dans le sud-est du pays, la ville de Kolwezi, engloutie par des exploitations minières, est appelée à disparaître. Un nouveau rapport d'Amnesty International rapporte que des centaines de milliers de Congolais sont délogés à cause des mines dévorant des villes entières et faisant s'effondrer des immeubles. La République démocratique du Congo, la terre la plus riche au monde en cobalt, qui produit les 3/4 de la demande mondiale de cobalt, se transforme peu à peu en gruyère pour excaver l'or bleu, comme l'appellent les éditorialistes. En 2005, le président congolais Joseph Kabila signe les premiers contrats d'investissement étranger avec l'État chinois qui, en 15 ans, a pris le contrôle de la quasi-totalité des mines du Congo. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi les entreprises chinoises ont doublé leur production de minerais rares en seulement 5 ans, passant à 210 000 tonnes de cobalt produites en 2022, comme on peut le voir dans ce graphique publié par Financial Times. Alors si la production de cobalt a autant d'enjeux sur la scène internationale, c'est parce que ce minerai est indispensable à la fabrication des batteries électriques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les besoins mondiaux en cobalt vont être multipliés par 20 dans les 2 prochaines décennies. Et qui possède le cobalt domine le marché. Alors dans notre quotidien, des publicités pour nous faire changer de voiture, on en voit tout le temps. Mais passer à l'électrique, ça a un coût.
La voiture électrique classée la moins chère, la Dacia Spring, c'est 20 800 €, avec une autonomie de 230 km. Un prix beaucoup trop élevé pour la majorité de la population, alors que nos budgets sont rongés par l'inflation, une inflation causée par l'augmentation des marges des multinationales, on le rappelle. En 2022, seulement 2% des ménages français ont acheté des voitures neuves, avec une moyenne d'âge élevée de 55 ans, contre 44 ans en 1990, selon l'Observatoire CTLM. Et ces prix hauts, ils sont problématiques, parce que si on ne peut pas s'endetter pour acheter une voiture, c'est toute la chaîne de production qui perd en rentabilité. Pourtant, que ce soit en France récemment ou en Chine, les États mettent en place d'immenses subventions pour faire baisser artificiellement le coût. Et puis les constructeurs eux-mêmes font des promotions pour capter la petite part de marché. Comme en ce moment avec la Tesla modèle Y, dont le prix a été réduit de 5 000 €. Ouais. Sauf que les prix bas aussi, ça serait un problème, déjà pour les États qui se feraient de la concurrence à la subvention, qui tapent dans les budgets, obligeant à emprunter à très fort taux sur les marchés. Mais surtout, les personnes qui ont déjà emprunté pour acheter une voiture vont moins rembourser si le prix de leurs biens baisse. Comme aux États-Unis où les ménages les plus fragiles cessent de payer et abandonnent leur véhicule, un phénomène amplifié par l'augmentation des coûts du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Avec les forts taux d'intérêt, on risque alors de ne pas avoir suffisamment de crédits pour rentabiliser l'industrie et des crédits qui auront un fort taux d'impayés pouvant provoquer une crise bancaire. Alors ça, c'est le scénario de la surproduction, qui a des similitudes avec la crise de 1929. Elle est aussi basée sur une trop grande abondance d'automobiles et de crédits bancaires. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à acheter une voiture électrique ? Ou est-ce que vous pensez peut-être qu'il faudrait faire autre chose à la place ? Dites-nous par commentaire, on en sélectionnera pour les prochaines vidéos. En parlant de catastrophes, si certaines sont causées par l'excavation minière au Congo, que les autorités organisent, en Libye, c'est la négligence et l'inefficacité des autorités dans l'entretien des infrastructures qui est mise en cause dans les inondations de début septembre. Alors cette semaine, à Darma, il y a quelques milliers d'habitants qui ont manifesté devant la grande mosquée de la ville en scandant des slogans tels que « Le peuple veut la chute du Parlement » et « Les voleurs et les traîtres doivent être pendus ». Certains manifestants se sont dirigés vers une maison qui appartiendrait au maire impopulaire de Derna, Abdulmomen Al-Khaïti, et y ont mis le feu selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias libyens. La population, elle s'en rend bien compte que la catastrophe qui a causé 11 300 morts, 10 000 disparus et 43 000 personnes déplacées, selon l'AFP, a aussi des raisons politiques. Les deux barrages dont les fissures avaient été signalées dès 1998 ont éclaté après le passage de la tempête Daniel dans l'est de la Libye, déclenchant un torrent dévastateur et meurtrier qui a balayé la ville de Derma. Les politiciens et les analystes, ils affirment que le chaos qui règne en Libye depuis la chute et l'assassinat de Mouammar Kadhafi en 2011 a relégué au second plan l'entretien des infrastructures vitales. La destruction de l'État libyen par la guerre que la France et la Grande-Bretagne ont menée est l'origine de l'actuelle désorganisation. Les secours et l'aide internationale sont en partie interceptés par la corruption à différents échelons des autorités locales concurrentes et des alliances de milices et de chefs de guerre locaux. Et il y a des preuves de ça, puisque en 2021, une agence d'audit public a signalé que les deux barrages n'avaient pas été entretenus malgré les 2 millions de dollars alloués au projet en 2012 et 2013. Alors voilà, l'actu, une fois de plus, dévoile les liens entre catastrophe climatique, guerre impérialiste et corruption. Et la réaction, comme partout, l'organisation du peuple. Alors que la situation de crise, elle semble permanente, la question qu'on peut se poser, c'est comment le peuple va-t-il s'organiser ? La semaine prochaine, on vous tiendra au jus et on vous racontera les manifs qui ont lieu notamment de l'autre côté de la Méditerranée, en Grèce. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on termine notre quotidienne. Alors si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sur ce, amis réfractaires, passez une très bonne soirée et à lundi 18h pour votre prochaine analyse critique de l'actu. Bon week-end! Wouh!